Anneaux plus tard, il a su que j'étais vivante quand il m'a vue sur scène recevant un prix international. Le choc sur son visage à ce moment-là valait chaque larme que j'avais versée en croyant que ma vie était finie. C'était en décembre quand j'ai senti la première bosse. Mes bébés triplés n'avaient que 2 mois, et je parvenais à peine à dormir 2 heures d'affilée. Samuel pleurait sans cesse, Elena bougeait son corps sans arrêt, et David ne réagissait à aucun stimulus. Les 3 présentaient des signes clairs d'autisme, mais mon mari Thomas niait tout problème. Ce ne sont que des bébés normaux, Sarah. Tu es paranoïaque, disait-il, en partant pour une de ces réunions d'affaires qui duraient jusqu'au milieu de la nuit. Je savais que c'était des mensonges. Le parfum sucré qu'il avait sur ses vêtements, les appels chuchotés, les faux sourires quand il rentrait à la maison. Mais à ce moment-là, avec cette masse dure sous mon bras, rien d'autre n'avait d'importance. Le diagnostic est tombé comme un coup de feu. Cancer du sein agressif, stade 3. L'oncologue parlait de chimiothérapie, de chirurgie, de traitements qui dureraient des mois. Quand j'ai raconté à Thomas, il est resté silencieux pendant de longues minutes, regardant nos enfants qui jouaient sur le tapis du salon différemment des autres enfants. Combien de temps ? Fut tout ce qu'il demanda. Elle a dit qu'avec le traitement, les chances sont bonnes. Nous pouvons surmonter ça ensemble. Mais quelque chose dans son regard avait changé. C'était comme s'il avait déjà pris une décision que je ne pouvais pas encore comprendre. Cette nuit-là, il n'est pas venu au lit. Je l'ai trouvé dans le bureau, passant des appels étranges et cherchant des choses sur l'ordinateur qu'il fermait rapidement dès que je m'approchais. 3 jours plus tard, Thomas a disparu. Il n'est pas parti au travail comme d'habitude. Il n'a laissé aucun mot, n'a pas répondu aux appels. Il s'est simplement évaporé, emportant tous nos documents importants, cartes de crédit et les économies que nous avions mises de côté. Pire encore, j'ai découvert qu'il avait vidé le compte que ma mère avait laissé pour les petits-enfants, de l'argent destiné au traitement spécial des garçons. Je me suis retrouvé seul avec 3 bébés autistes, sans argent, avec un cancer avancé et complètement perdu. Mais quelque chose de plus sinistre se passait encore, quelque chose que je découvrirais seulement quelques semaines plus tard grâce à un appel mystérieux. Madame Sarah, ici c'est la morgue centrale. Nous devons discuter des arrangements pour vos funérailles. Votre mari nous a dit que vous étiez déjà décédée. Mon sang a gelé. Comment ça ? Je suis vivante. Oh mon Dieu, il y a eu une erreur. Votre mari a tout organisé, jusqu'au choix du cercueil. Il a dit que vous étiez morte à la maison, de complications du cancer. À ce moment-là, j'ai compris l'ampleur réelle de la méchanceté de Thomas. Il ne m'avait pas seulement abandonné, il m'avait tué sur le papier. Et s'il organisait mes funérailles, cela signifiait qu'il avait des plans bien plus sombres que ce que je pouvais imaginer. Pendant les semaines suivantes, avec l'aide de ma seule véritable amie, Rebecca, j'ai découvert que Thomas avait créé une histoire émouvante sur le courageux combat de sa femme contre le cancer. Il publiait sur les réseaux sociaux, racontait aux amis, et avait même lancé une collecte de fonds, à ma mémoire, pour aider les enfants autistes. L'homme qui m'avait laissé pour morte tirait profit de ma supposée mort. Mais Thomas a commis une erreur cruciale. Il a sous-estimé ma capacité à survivre. Pendant qu'il faisait semblant de faire le deuil et récolter la sympathie, je me battais pour ma vie dans un hôpital public, payant mon traitement avec la vente des rares objets de valeur qui restaient. Chaque séance de chimiothérapie était une bataille. Chaque jour avec mes enfants un miracle gagné avec du sang et de la détermination. Ce que Thomas ne savait pas, c'est que sa trahison avait éveillé en moi quelque chose que je ne connaissais pas. Une force sauvage, une soif de justice qui me gardait en vie quand tout semblait perdu. Et quand j'ai découvert ce qu'il faisait réellement avec mon nom, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Si vous suivez cette histoire incroyable de trahison et de survie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette femme a transformé la douleur en pouvoir. Faire semblant de ma propre mort a été la seule façon de découvrir jusqu'où la méchanceté de Thomas pouvait aller. Avec l'aide de Rebecca, j'ai créé une nouvelle identité et j'ai déménagé dans une petite ville à 2 heures de distance. Officiellement, Sarah était morte d'un cancer. En réalité, je commençais à vivre pour la première fois. La chimiothérapie fonctionnait, lentement mais sûrement. Tous mes cheveux sont tombés, mon corps est devenu fragile, mais ma détermination grandissait chaque jour. Samuel, Elena et David avaient besoin de soins spéciaux constants, et j'ai appris à être thérapeute, professeur et mère seule. Ils ne parlaient pas encore, mais leurs regards ont commencé à me reconnaître différemment, comme s'ils percevaient ma force renouvelée. Pendant ce temps, Rebecca est devenue mon espionne. Elle restait en contact avec des personnes de notre ancienne ville et m'envoyait des rapports détaillés sur la nouvelle vie de Thomas. Ce que nous avons découvert était encore plus révoltant que ce que nous imaginions. Thomas était devenu une célébrité locale. Il apparaissait dans des émissions de radio racontant la tragique histoire de sa courageuse épouse qui luttait bravement contre le cancer tout en s'occupant de 3 bébés spéciaux.
Il pleurait devant les caméras, parlait de la difficulté d'être un père célibataire, élevant des enfants autistes. Le cynisme était nauséeux. Pire encore, il avait créé la Fondation Sarah, espoir pour les familles spéciales. En seulement 6 mois, il avait récolté plus d'un demi-million de dollars soi-disant pour aider d'autres familles avec des enfants autistes. Mais Rebecca a découvert que l'argent était détourné vers des comptes personnels. Thomas avait acheté une nouvelle maison, une voiture de luxe et mené une vie de prince grâce à ma supposée mémoire. Il a une nouvelle petite amie, m'a dit Rebecca lors d'un appel. Une jeune fille de 22 ans appelée Isabella. Elle poste des photos sur les réseaux sociaux portant des bijoux coûteux, voyageant dans des endroits paradisiaques. Tout est payé avec l'argent de la fondation. Ma colère était telle que je tremblais. Pas seulement pour moi, mais pour les familles réelles qui avaient besoin d'aide et étaient trompées par ce monstre. Chaque dollar qu'il volait représentait un traitement refusé à un enfant, une thérapie perdue, un espoir détruit. Mais la découverte la plus choquante restait à venir. Rebecca a réussi à accéder aux documents de la fondation grâce à un comptable ami à nous. Ce que nous avons trouvé a fait s'effondrer complètement mon monde. Thomas avait déposé une demande d'adoption de nos enfants, prétextant que leur mère était morte et qu'il était désormais un père dévoué cherchant à offrir plus d'amour à des enfants spéciaux. Isabella participait au processus. Il voulait adopter mes enfants non par amour, mais parce que des enfants autistes adoptés généraient encore plus de sympathie publique. Plus de dons, plus d'argent, plus de gloire. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes. La trahison avait atteint le niveau le plus profond possible. Il ne m'avait pas seulement tué symboliquement, il voulait effacer toute trace de mon existence en volant mes enfants également. Thomas avait transformé notre tragédie familiale en machine à faire de l'argent, et maintenant il voulait les véritables protagonistes de l'histoire. C'est alors que j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Si Thomas voulait utiliser ma mort pour construire son empire de mensonges, j'utiliserais ma vie pour le détruire complètement. Mais ce ne serait pas une vengeance ordinaire. Ce serait quelque chose de méticuleux, dévastateur et public. Il avait choisi de construire sa réputation sur ma supposée mort. J'avais choisi de construire sa ruine sur ma résurrection. J'ai commencé par étudier chacun de ses mouvements. Rebecca m'envoyait des copies de documents, des enregistrements d'émissions télévisées, des captures d'écran de réseaux sociaux. Je cartographiais chaque mensonge, chaque incohérence, chaque crime qu'il commettait quotidiennement. Thomas avait créé une persona publique basée sur une supercherie, et toute supercherie a des points faibles. Le plan a commencé à prendre forme lorsque j'ai découvert qu'il avait organisé un grand gala caritatif pour le premier anniversaire de ma mort. L'événement serait diffusé à la télévision locale, en présence de politiciens, d'hommes d'affaires et d'influenceurs. Thomas ferait un discours émouvant sur surmonter la perte et transformer la douleur en but. Ce serait la scène parfaite pour ma résurrection. Mais j'avais besoin de plus que d'apparaître vivante. Il me fallait des preuves irréfutables, des éléments qui détruiraient non seulement sa réputation, mais qui le mettraient en prison. Car voler de l'argent de charité n'était pas seulement moralement répugnant, c'était criminel. Pendant des mois, avec l'aide de Rebecca et de 2 journalistes d'investigation qu'elle connaissait, nous avons constitué un dossier complet. Documents bancaires, enregistrements de conversations, témoignages de personnes qui l'avaient trompé, preuve qu'Isabella savait tout et participait activement aux combines. Tout ce que Thomas avait construit avec des mensonges serait détruit par la vérité. Et le jour du gala, alors qu'il serait au sommet de sa supercherie, j'émergerais de l'ombre pour montrer au monde qui il était vraiment. 2 ans s'étaient écoulés depuis que Sarah était officiellement morte. Maintenant, j'étais Helena Morrison, une enseignante spécialisée dans l'autisme qui avait déménagé en ville pour travailler dans une école spécialisée. Mes enfants étaient officiellement mes neveux adoptés, suite à une tragédie familiale. La nouvelle identité était parfaite, et complètement légale, grâce au contact de Rebecca au gouvernement. Ma transformation était complète. Le cancer était en rémission, mon corps s'était renforcé, et mes cheveux avaient repoussé, différents, plus foncés. Lunettes, nouvelle coupe, changement de style vestimentaire. Je suis littéralement devenu une autre personne. Samuel, Helena et David progressaient énormément grâce aux thérapies intensives que j'appliquais moi-même. Leur autisme n'avait pas disparu, mais ils communiquaient, souriaient, m'embrassaient. Parallèlement, Thomas continuait sa farce avec une maîtrise troublante. La Fondation Sarah avait recueilli plus de 2 millions de dollars. Il apparaissait régulièrement à la télévision, avait écrit un livre intitulé « Amour qui transcende la mort » et avait même remporté un prix de « Père de l'année » d'un magazine national. Isabella, désormais sa fiancée officielle, jouait parfaitement le rôle de belle-mère aimante des enfants spéciaux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je m'étais infiltré complètement dans leur cercle social.
Grâce à ma nouvelle identité d'experte en autisme, j'ai pu travailler comme consultante lors de plusieurs événements de la Fondation. J'ai été à quelques mètres de Thomas des dizaines de fois, observant chaque geste, chaque mensonge, chaque performance théâtrale. Il ne m'a jamais reconnu une seule fois. J'étais un fantôme invisible documentant ses crimes en temps réel. Le plan a évolué vers quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Avec l'aide du journaliste d'investigation Marcus Chen, nous avons installé des caméras cachées dans le bureau de la Fondation. Nous avons enregistré des conversations où Thomas admettait détourner de l'argent, riait de la naïveté des gens et planifiait d'étendre le stratagème à d'autres villes. Isabella apparaissait dans les enregistrements, racontant combien il était facile de manipuler l'idiote qui continuait à donner en pensant à moi. Mais la preuve la plus dévastatrice est venue d'une source inattendue, la mère même de Thomas. Lors d'une visite de routine à la Fondation, la vieille Margaret m'a prise à part et a murmuré quelque chose qui m'a coupé le souffle. « Vous me rappelez quelqu'un, ma chère. » Ma belle-fille Sarah. Quelle tragédie ce qui lui est arrivé. Quand j'ai demandé des détails, elle a continué. Thomas m'a dit qu'elle était morte, mais j'ai toujours eu des doutes. Une semaine avant les funérailles supposées, elle m'a appelé, désespérée, disant qu'il avait disparu avec tout l'argent. Ensuite, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Margaret ne croyait pas à la version officielle de la mort. Elle avait conservé des enregistrements audio de nos conversations téléphoniques, où je demandais de l'aide désespérément. C'était la preuve que j'étais vivante après la date officielle de ma mort. J'ai toujours soupçonné que mon fils avait fait quelque chose de terrible, a-t-elle avoué, les larmes aux yeux. Mais je n'ai jamais eu le courage d'enquêter. Pourriez-vous m'aider à découvrir la vérité? À ce moment-là, j'ai su que j'avais une alliée puissante au sein même de sa famille. Margaret est devenue ma source secrète. Elle me donnait accès à des documents personnels, enregistrait des conversations avec Thomas, et a même découvert qu'il tenait un second ensemble de livres comptables cachés chez lui. Le stratagème était encore plus vaste que nous ne l'imaginions. Il avait créé de fausses fondations dans 3 États différents, tout utilisant des variantes de mon histoire. Pendant ce temps, mes enfants ont commencé à poser une question qui m'a brisé le cœur. Où est notre vrai papa? Ils avaient commencé à former des souvenirs, et malgré tous mes efforts pour les protéger, ils ressentaient l'absence de Thomas. Ils ne savaient pas encore qu'il les avait abandonnés, qu'il avait tenté de tirer profit de leurs conditions spéciales, qu'il prévoyait de les utiliser comme objet de marketing émotionnel. J'ai décidé que mes enfants méritaient de connaître la vérité sur leur père, mais pas par des mots, par la justice. Le gala caritatif était prévu pour le 15 décembre, exactement 2 ans après ma mort. Thomas avait vendu l'événement comme une célébration de la vie et de l'héritage de Sarah. Les billets coûtaient 1 000 $ chacun, et il espérait récolter un demi-million en une seule soirée. Le thème était « Renaissance à travers la douleur ». L'ironie serait délicieuse. 2 semaines avant le gala, j'ai exécuté la phase finale du plan. Avec toutes les preuves rassemblées, Marcus Chen a publié une série d'articles d'investigation sur les irrégularités financières de la Fondation Sarah. Il ne mentionnait pas mon nom et ne révélait pas que j'étais vivante. Il se contentait de questionner où allait réellement l'argent et si Thomas était vraiment le veuf dévoué qu'il prétendait être. Les articles ont provoqué un petit scandale, mais Thomas a réussi à contourner la situation. Il est apparu à la télévision locale pour prononcer un discours émouvant sur la façon dont des personnes envieuses essayaient de ternir la mémoire de ma chère épouse. La performance était si convaincante que les dons pour le gala ont augmenté. Il n'avait aucune idée qu'il creusait sa propre tombe de plus en plus profondément. La veille du gala, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était Isabella, pleurant désespérément, il m'a raconté la vérité sur Sarah. Elle n'est pas morte d'un cancer. Thomas a fait quelque chose de terrible. Je dois en parler à quelqu'un. Mon deuxième retournement de situation était arrivé. La complice même de Thomas était prête à le trahir. Le gala se déroulait exactement comme Thomas l'avait prévu. La salle luxueuse était remplie de 300 personnes de la haute société, journalistes et politiciens locaux. Les caméras de télévision capturaient chaque moment de la soirée spéciale en mémoire de Sarah. Thomas portait un smoking impeccable et souriait aux caméras comme une star de cinéma. Isabella était à ses côtés, radieuse dans une robe rouge extrêmement chère, jouant parfaitement le rôle de fiancée dévouée. Ce que personne ne savait, c'est qu'elle portait un enregistreur dans son décolleté et transmettait tout à mon équipe via un petit dispositif. Pendant les 2 heures précédant le discours principal, j'ai circulé dans l'événement sous l'identité de Helena Morrison, la consultante spécialisée en autisme, qui avait aidé à organiser la partie technique de l'événement. Personne ne se doutait de rien. J'ai salué des personnes qui me connaissaient comme Sarah, discuté avec de vieux amis qui pleuraient ma mort en face de moi. L'hypocrisie était nauséabonde, mais nécessaire. À 9 heures, Thomas monta sur scène pour le discours principal.
Les lumières s'éteignirent, un projecteur l'illumina dramatiquement, et il commença sa performance finale. Il y a exactement 2 ans, j'ai perdu la femme de ma vie. Sarah a lutté contre le cancer avec un courage qui m'a inspiré à transformer notre douleur en but. Elle est morte en sachant que notre fondation aiderait des milliers de familles comme la nôtre. Le public était ému. Certaines personnes pleuraient. Thomas était au sommet de sa supercherie. C'est alors que Margaret, sa propre mère, se leva au premier rang et dit assez fort pour que tous entendent. « Thomas, je dois te poser une question. Si Sarah est morte il y a 2 ans, pourquoi m'a-t-elle appelé 3 jours après les funérailles pour demander de l'aide ?» Le silence dans la salle était assourdissant. Thomas pâlit, bégaya, tenta de rire nerveusement. « Maman, tu te trompes. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre. »« Je ne me trompe pas, fils. Et j'ai les enregistrements pour le prouver. » À ce moment-là, les écrans de l'événement diffusèrent le premier enregistrement audio. Ma voix désespérée, 3 jours après ma supposée mort, suppliant Margaret de m'aider. Il m'a laissé sans argent, avec 3 bébés malades. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne suis pas morte. Thomas ment à tout le monde. La confusion dans la salle éclata. Les gens se levèrent, les journalistes se précipitèrent vers les caméras, Thomas criait que c'était une manipulation. Mais les preuves ne faisaient que commencer. Marcus Chen monta sur scène avec un ordinateur portable et commença à projeter des documents bancaires montrant comment Thomas détournait l'argent de la fondation. Reçus d'achats personnels payés avec les dons. Conversation enregistrée où il admettait que tout était une supercherie pour devenir riche. Isabella, visiblement paniquée, tenta de sortir discrètement, mais Margaret la retint par le bras. « Pas si vite, ma chère. Tu dois aussi expliquer certaines choses. » Les enregistrements d'Isabella, se moquant des donateurs, commencèrent à jouer. Sa voix cristalline résonnait dans la salle. « Ces gens sont tellement idiots. Ils donnent de l'argent pour n'importe quelle histoire triste. Thomas est un génie. Nous allons devenir riches avec cette mascarade. » Le chaos était complet. Les gens criaient « fraude, prison, monstre ». Thomas était désespéré, en sueur, essayant d'expliquer l'inexplicable. C'est alors que ce fut mon tour. Je marchai calmement jusqu'à la scène. Les lumières principales s'allumèrent. J'enlevai mes lunettes, détachai mes cheveux attachés, et parlai dans le micro avec la voix que Thomas n'entendait pas depuis 2 ans. « Bonjour, mon cher. Tu m'as manqué aussi. » Le monde s'arrêta. Thomas me regarda comme s'il voyait un fantôme. Littéralement. Son visage perdit toute couleur, ses jambes tremblèrent, et il s'évanouit sur scène devant 300 personnes et des caméras de télévision nationale. Lorsqu'il se réveilla 2 minutes plus tard, j'étais debout à côté de lui. Surprise. Je ne suis pas morte. Mais ta réputation vient de mourir devant tout le monde. Le public était dans un silence absolu, traitant l'impossible. La femme qui aurait dû être morte depuis 2 ans était vivante, en bonne santé et confrontait publiquement l'homme qui avait profité de sa supposée mort. Isabella tenta de fuir, mais les agents de sécurité engagés par Marcus étaient déjà en position. Il n'y avait aucune échappatoire. Vous vouliez savoir où était passé l'argent des dons. Continuai-je, ma voix résonnant dans la salle. Il a acheté cette maison de 2 millions où Thomas vit. Il a payé les vacances aux Caraïbes qu'Isabella poste sur les réseaux sociaux. Il a financé la voiture de luxe garée dehors. Je projetais sur les écrans les photos de tout ce qu'ils avaient acheté avec l'argent des dons. Maison, voiture, bijoux, voyages. Chaque article avec un reçu prouvant l'usage des fonds de la fondation. Mais le plus dégoûtant, ma voix devint dure comme de l'acier, c'est de découvrir que vous vouliez adopter mes enfants pour rendre la supercherie encore plus lucrative. Utiliser des enfants autistes comme objet de marketing émotionnel. Thomas réussit enfin à parler, sa voix brisée. « Sarah, je peux expliquer. Je pensais que tu allais mourir. Tu m'as laissé pour morte. Thomas. Avec 3 bébés de 2 mois, sans argent, sans papier, malade et seul. Ensuite, tu as fait semblant de ma mort pour construire un empire de mensonges. » Les sirènes de la police commencèrent à retentir à l'extérieur. Margaret avait appelé les autorités au moment exact. Alors que Thomas et Isabella étaient arrêtés en direct à la télévision nationale, je me tournai vers les caméras et parlais directement à ceux qui regardaient. Je m'appelle Sarah Wilson. Pendant 2 ans, j'ai fait semblant d'être morte pour rassembler des preuves contre l'homme qui m'a trahi de la manière la plus cruelle possible. Aujourd'hui, la justice a été faite. 3 ans se sont écoulés depuis cette nuit qui a tout changé. Thomas purge une peine de 15 ans pour fraude, détournement de fonds et abandon de famille. Isabella a écopé de 8 ans comme complice. Tous 2 ont été obligés de restituer chaque centime volé, plus des amendes qui les ont laissés complètement ruinés.
L'argent récupéré de la fondation a été redistribué à de vraies familles dans le besoin. Plus de 200 enfants autistes ont reçu des traitements qui ont sauvé leur vie. L'ironie est parfaite. L'argent que Thomas avait volé en prétendant m'aimer a fini par aider exactement ceux qu'il disait vouloir aider. Mes enfants, maintenant âgés de 5 ans, ne se souviennent pas du père qui les a abandonnés. Samuel parle en phrases complètes, Elena dessine des paysages incroyables, et David écrit de petites histoires. L'autisme reste une partie d'eux, mais ne les définit ni ne les limite. Ce sont des enfants heureux, en sécurité, véritablement aimés. Pendant le procès, Thomas a tout essayé pour réduire sa peine. Il a invoqué la dépression, prétendu avoir paniqué face à mon diagnostic, tenté de rejeter la faute sur Isabella. Il est même allé jusqu'à écrire des lettres demandant mon pardon, promettant qu'il m'aimait vraiment et que tout n'était qu'un terrible malentendu. J'ai lu chaque lettre et les ai toutes jetées à la poubelle. Le pardon se mérite, ce n'est pas quelque chose que l'on quémande après avoir été pris. Thomas a eu 2 années entières pour faire ce qu'il fallait. Au lieu de cela, il a choisi de construire un empire de mensonges autour de mon cadavre supposé. Certaines actions sont impardonnables, et abandonner une épouse malade avec 3 bébés spéciaux en fait partie. Les médias ont transformé mon histoire en sensation nationale. J'ai reçu des invitations à la télévision, des propositions pour écrire des livres, des offres de documentaires. J'ai refusé presque tout. Je ne voulais pas devenir célèbre pour avoir été trahi. Je voulais être connu pour avoir survécu. Je n'ai accepté que quelques interviews sur des émissions parlant de violences domestiques et d'abandon familial. J'ai découvert que mon histoire n'était pas unique. Des milliers de femmes sont abandonnées par leur mari lorsqu'elles tombent malades. Des milliers de familles avec des enfants spéciaux sont détruites par des parents incapables de faire face à la réalité. Lors de l'une de ces interviews, j'ai rencontré Elena Rodriguez, une avocate spécialisée dans les droits de la famille. Elle m'a parlé de l'énorme quantité de cas d'abandon qui arrivaient à son cabinet. Des hommes qui disparaissent quand leur femme est diagnostiquée d'un cancer, de sclérose en plaques ou de dépression sévère. Des pères qui fuient lorsqu'ils découvrent que leurs enfants ont des besoins spéciaux. Votre histoire peut changer cela, m'a dit Elena. Vous avez prouvé qu'il est possible non seulement de survivre, mais de triompher. C'est ainsi qu'est né l'Institut Sarah Wilson pour les familles abandonnées. Une organisation réelle, transparente, auditée, offrant un soutien juridique, psychologique et financier aux femmes abandonnées en période de crise sanitaire. Nous utilisons la technologie pour suivre chaque centime donné, publions des rapports mensuels et veillons à ce qu'aucun autre Thomas ne puisse nous tromper. En 2 ans, nous avons aidé plus de 500 familles. Des femmes qui vivaient la même situation que moi. Seules, malades, sans ressources, avec des enfants à élever. Nous offrons des avocats gratuits pour poursuivre les maris qui ont abandonné leurs obligations, des thérapeutes spécialisés pour les enfants traumatisés par l'abandon paternel, et des programmes de formation professionnelle pour les mères qui doivent reconstruire leur vie. Margaret, la mère de Thomas, est devenue l'une des plus grandes soutenantes de l'Institut. Elle donne une partie de sa pension pour nos actions et travaille comme bénévole 2 fois par semaine. C'est ma façon de m'excuser pour ce que mon fils a fait, dit-elle toujours. Le plus gratifiant est de recevoir des lettres de femmes qui ont vu mon histoire et ont trouvé la force de dénoncer leurs propres agresseurs. Des épouses qui ont découvert des trahisons, des mères abandonnées, des filles qui ont vu des pères fuir leurs responsabilités. Chaque histoire me rappelle pourquoi il valait la peine de faire semblant d'être morte pour découvrir la vérité. Récemment, Thomas m'a envoyé une lettre depuis la prison. Cette fois, il ne demandait ni pardon ni justification. Il écrivait simplement « Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Moi-même, je ne me pardonne pas. Mais je veux que tu saches que je suis fier de la femme forte que tu es devenue. Nos enfants ont une mère meilleure que ce que j'aurais jamais pu être comme père. » J'ai lu la lettre 3 fois. Je n'ai ressenti ni colère ni tristesse. Je n'ai ressenti rien. Thomas était devenu irrélevant dans ma vie. Un souvenir lointain de qui j'étais avant de devenir celle que je suis aujourd'hui. Le mois dernier, j'ai reçu un prix international pour mon travail humanitaire. En montant sur scène pour recevoir la reconnaissance, j'ai pensé à cette femme désespérée d'il y a 3 ans, seule dans un hôpital public, sans argent, sans espoir, croyant que sa vie était terminée. Si je pouvais revenir en arrière et lui parler, je lui dirais « Ta plus grande tragédie est sur le point de devenir ta plus grande victoire. L'homme qui t'a abandonné te libère pour que tu deviennes celle que tu es vraiment. Et tu es bien plus forte que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, mes enfants connaissent la vérité sur leur père. Je ne la cache ni ne la romantise. J'explique que certaines personnes ne peuvent pas faire face aux difficultés et font de mauvais choix. Que l'abandon en dit plus sur celui qui abandonne que sur celui qui est abandonné. Samuel m'a demandé la semaine dernière « Maman, tu en veux au papa ?» J'ai répondu honnêtement « Non, mon amour.
Je ressens de la gratitude. Parce que s'il n'était pas parti, je n'aurais jamais découvert à quel point je suis courageuse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous traversez quelque chose de similaire, souvenez-vous, celui qui vous abandonne dans la tempête ne méritait pas d'être avec vous dans le calme. Votre force est en vous, attendant d'être découverte. Et parfois, notre plus grande victoire commence par notre plus grande perte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de dépassement de soi qui prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer.